Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale francophone, va célébrer jeudi prochain la journée mondiale des professeurs de français. Je reçois tout à l'heure à ce propos Anissé Meing Betom. Il est secrétaire général de l'Association nationale des professeurs du Bénin. Avec lui, nous allons examiner les conditions du français et de l'homme dédié à son enseignement dans les lycées et collèges du Bénin. Lors de nos débats, nous évoquerons la lutte contre la cybercriminalité. La police ne finit pas de les ramasser à l'appel, ces jeunes qui s'adonnent à l'activité, mais cela ne les arrête pas pour autant. Nous allons analyser ensemble l'efficacité de cette lutte contre le phénomène et dire deux mots au sujet de l'avenir des rapports nouvellement créés entre l'Arabie Saoudite et l'Afrique, ouverts récemment, comme je le disais, à Riyad, avec beaucoup de pétrodollars. Bienvenue à tous. Et nous voici donc pour la une des journaux ce matin. Les quotidiens sont assez rares. C'est mardi matin. On va commencer par Fraternité, étude en commission de la loi des finances, gestion 2024. Passage réussi pour trois ministres. Tout savoir sur les nouvelles mesures fiscales et douanières. Mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Arche Formation révolutionne le secteur de l'artisanat au Bénin. Et puis marché régional de l'électricité ouest africain, le CIC du WAP inauguré à Bomey-Calavi. Un dernier titre, ce sera sport. Deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Guépards pour sauver leur peau face aux Lesotho. Le match est annoncé pour ce mardi à partir de 14h, heure de Cotonou. Nous passons à Matin Libre. Soja, ombre autour du communiqué du gouvernement. Le dialogue pour dissiper les malentendus. Et puis supposé boycott de l'étude du projet de budget à qui profite la guéguerre actuellement en cours entre donc le Parlement et la société civile qu'il vous souviennent. Nous sommes avec le matinal maintenant. Le dépôt sans consensus de la proposition de loi d'amnistie au Parlement. Des incohérences relevées à la page 2, précisément. Le député Nicolas Fagnon fustige la démarche. L'affiche du jour Assemblée nationale du Bénin, le personnel civil et militaire entretenu sur le civisme fiscal. Le chasseur info, enseignement secondaire au Bénin, 100% de couverture du besoin d'enseignants, 16 666 AME déployés au cours de l'année scolaire 2023-2024. Oui, question de l'opposition au gouvernement sur la situation des AME. Et puis, rencontre internationale sur les changements climatiques à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, en novembre et décembre prochain. Eh bien, le professeur Placide Clédio parle des enjeux de la COP 28 pour l'Afrique. Et puis, célébration des 10 ans et sortie de trois promotions, le MIRD, en adéquation avec les besoins de développement. Nous passons maintenant à un autre quotidien. Notamment la primeur, constitution de dossier pour le CEP, mise en garde du gouvernement contre les faux frais. Le meilleur présent à la cérémonie de dévoilement de l'œuvre d'art de l'artiste Thierry Oussou du Césé à Paris. Le président Patrice Talon entre fierté et émotion, attitré donc le meilleur ce matin. Et nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture, étude en commission de la loi de finances gestion 2024, passage réussi pour trois ministres. Tout ça va sur les nouvelles mesures fiscales et douanières mises en œuvre du programme d'action du gouvernement. Arche Formation révolutionne le secteur de l'artisanat au Bénin. De titres, le temps de boucler la une des journaux ce matin. Marché régional de l'électricité ouest africain, le CIC du WAP inauguré à Bomey-Calavi. Et puis deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Guépards pour sauver leur peau face aux Lesotho. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux, de ces quelques journaux, faut-il dire, parus ce mardi matin. Les titres sont assez pêle-mêle, vous l'aviez certainement remarqué, avec, je dois dire, l'actualité concernant le football. Il y a que les Guépards du Bénin effectuent leur deuxième
sorti dans le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui, à partir de 14 heures, Fraternité vous propose à sa page 2 quelques analyses liées justement à cette actualité-là. Et parlant de cette actualité, on aura pendant Sport Matin avec Ali Moumouni une connexion, si tout allait très bien, avec un journaliste béninois se place en Afrique du Sud, là où va se dérouler le match à partir de 14 heures donc, qui pourra nous dire quels sont les éléments d'analyse à sa disposition pour ce match comptant. Dois-je le rappeler encore pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, faut-il dire, les Guépards ont besoin cette fois-ci d'une victoire pour se relancer dans cette campagne lancée ainsi. On va passer maintenant à un bulletin d'information avec Teddy Goudalo. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Dans votre bulletin d'information, on aura les images de la rencontre des administrations douanières ouest-africaines à Cotonou pour l'élaboration des manuels de formation sur les règles d'origine. C'est un nouveau concept expérimenté avec succès en Afrique orientale et qui s'étend cette fois-ci en Afrique occidentale et centrale. Les travaux ont démarré hier lundi sous l'égide de l'Organisation mondiale des douanes et l'Agence de coopération internationale du Japon. Détail tout à l'heure. Et puis, démarrage du stage régional de formation à l'utilisation du fiche base et à la taxinomie des poissons africains. Il se déroule à l'université d'Abomey-Calavi et mobilise plusieurs enseignants-chercheurs, comme vous le voyez sur les images. Et les techniciens à la matière, ils sont venus d'un peu partout d'horizon au-delà des frontières nationales du Bénin. Voici le bulletin d'information. Les administrations douanières ouest-africaines, Teddy, sont à Cotonou depuis hier matin afin d'élaborer les manuels de formation sur les règles douanières. C'est bien cela, Tanguy. Vous l'aviez noté, c'est un nouveau concept expérimenté avec succès en Afrique orientale et qui s'étend cette fois-ci en Afrique occidentale et centrale. Le procédé permet une harmonisation des droits de douane et taxes, un moyen important pour l'effectivité d'un marché continental en Afrique à travers la ZLECAf. Les travaux ont démarré hier lundi sous l'égide de l'Organisation mondiale des douanes et l'Agence de coopération internationale du Japon. William Cliquant. Pour parvenir à lever les contraintes liées aux échanges extérieurs sur le continent, 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, tiennent la présente rencontre. Il s'agit du 4e groupe de travail du programme des maîtres formateurs en règle d'origine pour les pays d'Afrique occidentale et centrale. L'expérience de ce renforcement de capacité concluant en Afrique de l'Est depuis 2015 sera donc rééditée à travers le projet conjoint Organisation mondiale des douanes, Agence de coopération internationale du Japon, JICA. Nous avons commencé le développement des matériels. Il s'agit du manuel des règles d'origine, des diapositives pédagogiques et des études de cas en anglais et en français. Avec nos collègues, les membres du groupe de travail en Afrique orientale et australe. Le Japon s'est engagé à promouvoir l'intégration économique régionale de l'Afrique et de faciliter un environnement favorable aux affaires internationales en renforçant et en intégrant le commerce intra-africain. Ce programme de 5 jours de travaux met à disposition des administrations douanières en 3 ans des maîtres formateurs bien aguerris sur les règles d'origine. Un outil moderne d'harmonisation des pratiques douanières devant faciliter la mise en place de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Ce 4e groupe de travail qui s'ouvre ce matin au Novotel, après l'atelier virtuel du 8 novembre 2021 et de ceux en présentiel de Abidjan et Accra, respectivement les 17 janvier et 12 août 2022, constitue un événement majeur dans la vie de nos administrations douanières respectives, qui sont résolument engagées dans la mise en œuvre des réformes qui concourent à un déploiement de techniques modernes de contrôle pour faciliter les transactions douanières. Les règles d'origine sont devenues des instruments juridiques très importants pour l'application des accords commerciaux préférentiels. Elles constituent également le 3e élément clé du calcul des taxes et droits en douane. Les administrations douanières que vous représentez ici se doivent donc de maîtriser cet instrument pour la perception correcte des droits et taxes de douane.
Plus de 150 maîtres formateurs ont déjà bénéficié de ce projet conjoint OMD-JK au cours des expériences précédentes, ce qui a permis aux fonctionnaires des douanes de réussir leur spécialisation en classement, évaluation, contrôle a posteriori et gestion des risques, analyse de renseignements. En collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, les organisations africaines et internationales de pêche ont procédé hier, lundi, au lancement de la Journée mondiale de la pêche. 2 jours d'ateliers de réflexion axés sur le thème vulgarisation de l'appel à l'action de la pêche artisanale. Retour ici sur les temps forts de la cérémonie de lancement avec Candide Rourinton. Ils sont venus de plus d'une trentaine de pays du continent, ces pêcheurs et acteurs de la pêche artisanale, pour le lancement de l'édition 2023 de la Journée mondiale de la pêche dont le Bénin abrite la commémoration. Organisations non étatiques et Confédération africaine des pêcheurs, ainsi que les partenaires européens sont réunis ici à Cotonou pour 2 jours d'ateliers dont l'objectif principal est l'appel à l'action de la pêche artisanale. C'est le lieu d'exhorter les pêcheurs au respect des méthodes de pêche recommandées. En fait de garantir une pêche durable et responsable, j'adresse un appel pressant à nos frères de la pêche artisanale pour qu'ils abandonnent les techniques et méthodes qui détruisent les habitats des poissons, tels que les engins à mailles trop petites, étroites, ne permettant pas le passage de 2 doigts, ainsi que les filets monofilaments non biodégradables. Nous devons adopter des méthodes recommandées par les législations, laissant aux générations futures un héritage riche en ressources halieutiques. Il a aussi été rappelé à cette assise le rôle des pêcheurs dans la gestion responsable et l'utilisation durable des ressources halieutiques. Le message doit être clair. Le rôle des pêcheurs, des pisciculteurs et des travailleurs de la pêche est essentiel. Ils sont les gardiens des ressources aquatiques pour tous. Leur participation effective au processus décisionnel garantira le maintien de leurs connaissances traditionnelles dans l'élaboration des lois et des politiques. L'amélioration de l'accès au marché, aux infrastructures garantira la fourniture de produits aquatiques abordables et de bonne qualité. Après avoir abordé les différentes thématiques qui seront au cœur de ces 2 journées d'atelier, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a envoyé son message à l'endroit de la jeunesse au sein de la pêche artisanale. Tout ça, nous le faisons pourquoi? Pour construire des communautés résilientes de pêche et surtout de la pêche artisanale. Jeunesse africaine, prenez vos responsabilités. Le pouvoir ne se donne pas, ça s'arrache. Chassez l'information et gardez l'information. Qui a l'information a le pouvoir. Les anciens seront bien obligés de compter avec cette jeunesse fougueuse mais travailleuse. Je voudrais compter sur vous. La commémoration de l'édition 2023 de la Journée mondiale de la pêche est prévue pour ce mardi 21 novembre à Soava. Et puis, stage régional de formation à l'utilisation de Fishbase et la taxinomie des poissons africains. Il se déroule à l'université d'Abomey-Calavi et mobilise plusieurs enseignants-chercheurs et techniciens en la matière venus de différents pays. L'objectif poursuivi est de leur permettre de pouvoir identifier les poissons d'Afrique à travers la plateforme Fishbase. Les travaux ont démarré hier lundi 20 novembre 2023 et vont s'achever le 27 prochain. Reportage. Sur ces images, on les distingue à travers des badges de couleur bleue. En provenance de plusieurs pays de la sous-région, ils ont été sélectionnés pour participer aux travaux du stage régional de formation à l'utilisation de Fishbase et à la taxinomie des poissons africains, édition 2023. Depuis 2005, 5 scientifiques africains spécialistes des poissons sont formés chaque année au musée. Ceci de façon alternative entre les pays anglophones et les pays francophones. Et vu l'engouement que suscite ce stage de formation, des sessions délocalisées ont été initiées
pour atteindre plus de scientifiques. Ainsi, après le Sénégal en 2015, le Kenya en 2016 et le Cameroun en 2017, c'est le tour du Bénin d'abriter l'édition 2023 qui rassemble aujourd'hui des scientifiques du Bénin, de la Belgique, du Togo, du Niger, du Burkina Faso, du Mali et du Tchad. Comme l'a dit le professeur Lallier, Fishbase est la plus grande plateforme en ligne sur les poissons du monde et fort probablement sur n'importe quel groupe d'organismes. C'est une plateforme à accès gratuit qui présente des données validées sur les poissons, comme les caractères diagnostiques, la distribution ou les paramètres de croissance, mais aussi un nombre d'outils qui servent à l'analyse des données existantes ou des données nouvelles collectées par l'utilisateur. Cette formation, la 4e édition du genre, va permettre aux participants constitués d'enseignants-chercheurs et de techniciens de s'approprier de nouvelles méthodes et outils de reconnaissance formelle des poissons d'Afrique. La participation à un tel programme d'échange aura une valeur inestimable puisqu'elle vous permettra de vous enrichir tant sur le plan personnel que professionnel. C'est en effet une opportunité pour vous, bénéficiaires de cette formation, d'approfondir vos connaissances sur la taxinomie et l'écologie des poissons africains, sur les données relatives à la biodiversité des poissons et à l'utilisation de Fishbase pour une gestion rationnelle de la faune ichthyologique d'Afrique. Avant le démarrage proprement dit de ce stage régional, les participants ont eu droit à une visite des installations du Centre de formation et de recherche en hydrogéologie et aquaculture de l'Université d'Abomey-Calavi, lieu où se dérouleront les séances pratiques. Et puis, une dernière information pour boucler ce bulletin d'information en images. Bien sûr, les acteurs de la sécurité routière se sont une fois encore retrouvés cette année pour ensemble réfléchir sur les tragédies de la route. C'est à la faveur de la Journée mondiale de souvenir des victimes de la route, un événement couplé avec la Journée africaine de la sécurité routière. Pour cette année, tous les acteurs placent chaque usager devant ses responsabilités, ses décisions et ses choix pour que la route cesse d'enregistrer des morts. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Ce sera tout pour ce matin. Tanguy Agoyi, bonne journée. Merci à vous, Titi Goudalor. Passez une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, vous avez d'autres rendez-vous de l'information télévisée sur Canal 3 Bénin à partir de 13h. Entre-temps, vous aurez eu droit au bulletin de l'information aussi à 11h précisément quand vous êtes à Cotonou. Voici maintenant notre invité ce matin. Allez, voici donc la page invitée ce matin. Notre invité, c'est Anissé Meng-Beto, secrétaire général de l'Association nationale des professeurs de français du Bénin. Monsieur Meng-Beto, bonjour. Bonjour, Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin pour nous parler un peu de la fortune du français et surtout du professeur de français au Bénin à la veille de la célébration, faut-il le dire, c'est le jeudi prochain, de la journée mondiale consacrée justement à l'acte. Alors, comment va le professeur de français au Bénin? Bon, le professeur de français, il va bien comme tous les autres enseignants. Il n'y a pas de particularité pour le professeur de français sur le plan social, sur le plan professionnel. Sauf que on pourrait ainsi dire que c'est sa matière qui est le soubassement de toutes les autres matières, c'est-à-dire l'interdisciplinarité. Toutes les autres matières s'enseignent à travers le français. Bon, les vrais littéraires vous parleront et distingueront le professeur de français, le professeur de langue et le professeur de lettres. Et quelle est la différence? Oui, il y a une différence parce que le professeur de français, c'est vrai que c'est la langue qu'il enseigne, mais c'est les humanités qui sont enseignées. Et donc, beaucoup se réclament plus professeur de lettres que professeur de français. Le professeur de lettres, lui, c'est qui? Le professeur de lettres, c'est celui qui enseigne, non, la langue, mais les humanités à travers la langue. Voilà, c'est tout. Et comment va le français?
Ah, bon, là, c'est une autre manche de partie parce que le français au Bénin va bien. On ne va pas dire que ça va mal, mais ne va pas aussi bien par exemple, qu'au début des indépendances. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de changement de paradigme par rapport à la société elle-même. C'est-à-dire que, comme l'a toujours rappelé le professeur Médio-Rouen, au début des indépendances, on voulait parler le français pour devenir le Akowi. Aujourd'hui, la langue française, ce n'est pas que la langue française qui donne ce statut d'Akowi. Parce que à travers la langue française, on a le savoir, c'est vrai, mais la langue qui confère beaucoup plus ce statut, ce n'est pas le français. Je veux parler plutôt de la langue anglaise qui permet d'être beaucoup plus à l'international. Je veux parler aussi du chinois qui permet de faire le commerce. Et donc, il y a toujours sa place. La langue nationale du Bénin, reconnue par la Constitution. Il n'y a que, d'ailleurs, le français qui soit dans la Constitution béninoise. Mais de plus en plus, on constate que ce n'est plus le privilège le français sur le terrain. Le français sur le terrain. On a aussi l'impression que les acteurs qui promeuvent cette langue aussi ont perdu un peu de leur superbe. Et la qualité aussi du français qui est parlé aujourd'hui a complètement baissé. Vous avez fait le constat certainement. Qu'est-ce que votre association fait dans ce sens? L'association fait ce qu'elle peut. Ce n'est pas en un jour que nous allons redresser la pente. Est-ce que l'objectif est même de redresser la pente pour atteindre le purisme? Est-ce que c'est le purisme l'idéal? L'idéal, le combat, d'abord, c'est de maintenir déjà, de continuer à parler la langue. Le purisme, vous constatez que même dans les autres pays, les pays occidentaux, même ce purisme est en train de perdre, de s'effriter. Et vous constatez même qu'il y a des débats sur ce rigorisme au niveau de la langue française. Et de plus en plus, il y a des décisions, des tests, des associations qui se créent pour qu'il y ait moins de rigueur dans la grammaire française, dans l'orthographe, ainsi de suite. C'est vrai, l'académie résiste, mais l'on constate qu'elle accède. À cette allure, vous allez perdre votre importance dans la société. Non seulement que le français n'est plus vraiment l'atout, le chemin essentiel pour passer donc à ce statut d'intellectuel, mais en plus, il faut que ce que l'on parle soit pas forcément de bonne qualité, que ce soit pas un tort. Non, ce n'est pas que nous allons perdre, non. Le professeur de français travaille à ce qu'il y ait le purisme, d'accord, à son niveau. Ce qui est constaté, c'est que même au niveau international, même au niveau de la France, même le débat s'installe sur le purisme. Voilà, parce que qu'est-ce qui se constate, c'est que les autres langues prennent le devant. Le français doit être, je pense, en 6e position. Après, bien, le mandarin, l'anglais, l'espagnol, même l'arabe. Mais vous voyez. Et donc, les réflexions, ce n'est pas qu'il faut parler mal le français, non. Mais il faut, surtout au niveau de la grammaire, accéder. Vous savez, l'association va recevoir bientôt une dame, une Canadienne, qui travaille sur les réformes au niveau de l'accord du participe passé. Vous savez que quand on rentre dans... C'est une galère, cette affaire. Voilà. Et donc, c'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas que il faut se mettre à parler le français de rue, il faut se mettre à parler les argots, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça du tout. Il faut une souplesse dans, je dois dire... Voilà, dans l'application des règles, c'est surtout de ça qu'il est question. Mais le professeur de français, jusque-là, n'a aucun droit
de rester dans cette souplesse-là. Il applique les règles de façon rigoureuse. Alors, jeudi prochain, donc, ce sera la célébration de l'édition 2023, la journée dédiée aux professeurs de français. Alors, qu'est-ce que l'association prépare à cette occasion? Alors, l'association, depuis 2019 que cette journée a été instaurée, par la Fédération internationale des professeurs de français en association avec le gouvernement français. L'association commémore l'enseignant de français tous les derniers jeudis de novembre. C'est ça la date, ce n'est pas une date fixe. Donc c'est le dernier jeudi de novembre que ça se célèbre. Cette année, ils ont choisi le 23. Et donc la PFB a, depuis l'année dernière, une tradition, c'est de faire dérouler dans un premier temps la finale d'un concours que nous avons dénommé dissertation et olympisme à l'endroit des enseignants de français. Et donc, vous évaluez aussi les enseignants de français? Ils sont des sujets évaluables. Ah bon, on se dit que s'ils sont déjà professeurs de français, c'est qu'ils connaissent bien la langue. Ils connaissent la langue, mais une compétition reste une compétition. C'est-à-dire que parmi les meilleurs, il y a toujours un meilleur. Et donc, le travail a commencé depuis des mois. Et il y a eu une sélection départementale. Et c'est ceux qui ont été retenus à la sélection départementale qui vont se retrouver. Nous avons 15 sessions sur toute l'étendue du territoire national. Et donc, c'est les représentants de ces sections qui vont se retrouver à la phase finale à l'Institut français de Cotonou pour la finale. Et en dehors de cette tradition, il y a la thématique même choisie par la Fédération internationale cette année. C'est fier d'être enseignant de français. Et donc, pour marquer, notre fierté, nous avons choisi de mettre la lumière sur une dame pionnière du roman féminin au Bénin, Gisèle Rontondi, pour ne pas la nommer. Voilà. Elle a une singularité, doit-on dire? Oui, c'est une singularité, déjà pour avoir été la pionnière, ensuite pour la simplicité de la narration, mais comme on le dit, c'est le respect strict des règles. En tout cas, quand on a du plaisir à lire Une citronnette dans la neige, le roman qu'elle a écrit. Pourquoi une femme, pourquoi pas un homme peut-être? Non, avec ce que je viens d'expliquer, c'est marquer notre fierté. Gisèle Rontondi, en dehors de l'interprétariat qu'elle a étudié et qu'elle a exercé, et elle l'a enseigné. Et donc, il faut montrer qu'il y a une certaine fierté, non seulement à avoir une dame enseignante qui a été pionnière, mais il faut être fier de pouvoir révéler une dame. Et comme on le dit, Citronnette de la neige, en 86, le roman a été publié, mais ce n'a pas été un roman jusque-là populaire. Et donc, quand l'association décide de fouiller dans ce passé, de ressortir non seulement le roman, mais mettre en lumière la dame, c'est toute une fierté pour nous de pouvoir révéler des talents. Nous sommes avec notre Mariama Ba nationale, c'est-à-dire que, vous savez, même l'école d'élite des jeunes filles du Sénégal, à Gorée, porte le nom de Mariama Ba. Et donc, il faut quand même qu'il y ait des actions de ce genre dans le pays pour montrer que n'est pas pionnière qui veut, et donc à partir de là susciter des vocations de femmes pour l'écriture féminine. Donc il y aura concours et puis il y aura célébration de Gisèle Rontondi. Voilà, donc deux activités qui se complètent, et donc il y aura une table ronde autour de la dame. La thématique, c'est autour de Gisèle Rontondi, la romancière pionnière du Bénin. Et puis il y a une table ronde là-dessus, au cours de laquelle sera projeté un documentaire sur elle, sur sa vie, sur l'œuvre aussi, avec des témoignages, des regards d'universitaires qui ont produit des articles sur elle. Et donc,
juste après cela, il y aura... Le concours se tient parallèlement dans la même période que la table ronde et la délibération se fera dans l'après-midi pour le premier gagnant. Anissé Mengbeton, merci beaucoup. Oui, un mot rapidement pour finir. Oui, un mot pour finir, c'est que nous avons bénéficié d'abord du soutien de notre fédération internationale qui nous accompagne dans la célébration de la journée, mais surtout de l'ambassade de France et de l'Institut français qui accompagne l'événement chaque année que nous la célébrons. Anissé Mengbeton, je ne veux pas oublier, parce que nous avons sollicité les libraires et les éditeurs qui ont favorablement accepter, accompagner le mouvement, notamment dans les distinctions, donc dans les prix, dans les ouvrages, puisque nous sommes enseignants de français, le prix que nous offrons, ce ne sont pas de l'argent, donc c'est des livres que nous donnons. Et donc tous les finalistes auront tout au moins des documents avant que le meilleur ait son trophée. Merci beaucoup à vous, Anissé Mengbeton. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Association nationale de professeurs de français du Bénin. On parlait de la célébration de la journée dédiée justement à ces enseignants de français. Ce sera jeudi prochain. C'est précisément le dernier jeudi donc, du mois de novembre de chaque année. Allez, bonne journée. Merci, Tanguy. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à l'actualité des sports. Commencer. Les fêtes de fin d'année sont déjà sur Canal+. Quoi? Pour tout réabonnement à votre formule, nous vous offrons 15 jours à tout Canal+. C'est trop. Pour profiter de plus de 400 chaînes. Je vois que t'es potassé. De l'action. Pas cette tête, c'était marrant. On arrive à la fin. Des rencontres magiques. Commencer, on pourrait s'embrasser, te faire un gros câlin. Bonsoir. Salut. C'est chaud. Et des personnages fascinants. Oh. Ne me dis pas que tu m'en veux toujours pour cette folle furieuse. C'est une question primordiale. Réabonnez-vous vite et découvrez toutes les surprises qui vous attendent avec Canal+. Bon, pour commencer. Les fêtes de fin d'année sont déjà sur Canal+. Quoi? Pour tout réabonnement à votre formule, nous vous offrons 15 jours à tout Canal+. C'est trop. Pour profiter de plus de 400 chaînes. Je vois que t'es potassé. De l'action. Pas cette tête, c'était marrant. On arrive à la fin. Des rencontres magiques. Commencer, on pourrait s'embrasser, te faire un gros câlin. Bonsoir. Salut. C'est chaud. Et des personnages fascinants. Ne me dis pas que tu m'en veux toujours pour cette folle furieuse. C'est une question primordiale. Réabonnez-vous vite et découvrez toutes les surprises qui vous attendent avec Canal+. Voici donc chez vous l'actualité des sports et on va commencer par ce qui fait, je dois dire, la une de l'information dans le domaine du sport et notamment footballistique. C'est la rencontre très annoncée entre le Lesotho et le Bénin. Comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, ce sera la deuxième journée. Et déjà hier, les acteurs côté béninois ont donné une conférence de presse pour dire déjà leur impression d'avant-match. Je vous propose de suivre déjà un extrait avant l'entretien que je vous promets tout à l'heure avec un acteur béninois, notamment un journaliste chroniqueur sportif sur place là-bas à Durban. On espère avoir le même visage que celui de la deuxième mi-temps parce que c'est vrai qu'on était bien dans le match et que l'équipe a joué vers l'avant. Elle a marqué un très beau but. Il y a eu d'autres occasions. Derrière, ça a été plus solide. On a vu les statistiques. Il y a eu 4 tirs de chaque côté. Ils n'ont pas tiré plus que nous au but. Par contre, ils ont cadré 1 ou 2 fois de plus que nous.
Mais là, sur ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, on est vraiment confiant. Parce que contre une grande équipe comme l'Afrique du Sud, où il y a un bloc équipe qui se connaît dans un club qui joue le haut niveau, eh bien, c'était encourageant. Et c'est là-dessus qu'on peut construire. Est-ce qu'on va jouer exactement avec la même équipe qui a joué en deuxième mi-temps? On verra. Je verrai en fonction de l'état physique des joueurs qui ont joué seulement il y a 48 heures. Non, mais comme je l'ai dit, déjà on est sorti de ce match face au Bafana Bafana un peu déçu par rapport à la deuxième mi-temps qu'on a effectuée et aussi peut-être avec un peu de regret qu'on a eu en première mi-temps par la façon dont on a abordé le match. Mais voilà, on a tiré les enseignements déjà surtout de ce match et on veut les mettre en pratique demain face à cette équipe du Lesotho. Et toute l'équipe en fait est motivée à aller chercher un résultat. Et c'est surtout ça dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin de retrouver le chemin de la victoire, comme je l'ai dit, pour redonner de la confiance à tout le monde et de l'espoir à tout un peuple. Et voilà, donc vous avez suivi le sélectionneur des Guépards, Jeannot Aurore, et puis le capitaine des Guépards, Steve Mounier. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on a en ligne depuis Durban un des confrères, notamment de la radio nationale, Vincent Francis Boyron, journaliste sportif sur place là-bas. Monsieur Boyron, bonjour. Bonjour, Tanguy. Merci d'avoir décroché notre appel et d'avoir accepté aussi de partager quelques moments d'analyse avec nous au sujet de cette rencontre qui s'annonce, faut-il dire, à 14h entre le Bénin et le Lesotho. Alors le Bénin affronte donc tout à l'heure à 14h, comme je le disais, pour la deuxième sortie des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Mais comment avez-vous vécu déjà, doit-on le dire, la première sortie, notamment celle qui a opposé l'Afrique du Sud et le Bénin du côté de Durban, Vincent Francis Bayon? Bon, il faut dire que pour le premier match, les Guépards ont présenté deux visages. Une première mi-temps où l'équipe n'a pas eu assez d'agressivité, les joueurs n'ont pas été réactifs, mais une deuxième mi-temps où il y a eu plus d'agressivité, où j'étais plus présent. Il y a eu beaucoup de combinaisons, beaucoup de changements sur les côtés, et ce qui a dérangé énormément l'équipe de l'Afrique du Sud. Et je pense que pour ce premier match, les Guépards ont respecté un peu les Bafana Bafana. On a l'impression. Oui, allez-y. Ils ont tiré ensemble pour ça. On a eu l'impression qu'il y a eu beaucoup trop de respect, en tout cas pour l'adversaire à la première mi-temps. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Il y a eu une entame de match un peu difficile du côté des Guépards, où on est resté sur ses lauriers, on est resté un peu lent, il n'y a pas eu tout de suite d'engagement pour le début de match, ce qui a fait que les Guépards ont payé cash, mais en deuxième partie, ils ont compris et que pour sortir, pour aller attaquer, il faut l'adversaire pour récupérer le ballon et pouvoir mettre son plan en exécution. Quelle leçon tirez-vous, vous, à votre niveau de ce match-là? Non, moi je crois que le fait que l'équipe est en train de changer et que non seulement au milieu de terrain, au niveau de l'attaque, il y a beaucoup de changements dans cette équipe, c'est que actuellement rien n'est encore bien huilé et il faut attendre l'accumulation des matchs pour que les joueurs aient plus d'automatisme. Mais en plus de ça, il faut que le groupe se parle et que dans la conception du jeu, qu'ils partagent des valeurs et que chacun d'eux ait ses valeurs en tête et à chaque fois qu'on sent que dans l'expression de l'équipe nationale, que ces valeurs arrivent à être transmises d'une génération à une autre. Alors, on a eu donc hier la conférence d'avant-match des deux parties. On s'est surtout intéressé à celle du Bénin, Jeannot Aurore, qui pense donner un peu de rythme à son équipe, comme lors de la seconde période du match qu'on évoquait tout à l'heure contre l'Afrique du Sud. Dans quel schéma présentez-vous aujourd'hui les Guépards? Bon, c'est vrai qu'on est proche de l'équipe, on ne peut pas dire exactement le schéma dans lequel il a beaucoup de possibilités. Et ces possibilités, c'est de toujours garder sa défense à 4, au milieu de terrain, voir tenir compte de la fraîcheur physique des joueurs, qui on peut sortir, qui on peut ramener en tenant compte
rythme et qu'il veut imprimer à l'équipe. Et sur les côtés, là, il doit avoir beaucoup de rythme, donc il doit tenir nécessairement compte de la fraîcheur physique, tout en laissant le capitaine jouer son rôle, parce que qu'on veuille ou pas, actuellement, non seulement il est capitaine, mais c'est l'un des joueurs emblématiques de cette équipe qui à chaque fois répond bien et qui marque le but. Donc c'est à eux, aux autres joueurs, de savoir comment communiquer avec leur avancante, qui est une avancante exceptionnelle. Alors, on s'était dit avec le groupe que le Lesotho était la petite équipe de l'espace ainsi créé, mais avec le match nul face au Nigeria, on a commencé à douter. Quel est votre avis? Non, moi, je ne pense pas qu'il faut douter par rapport à cette équipe du Lesotho. L'équipe du Lesotho, également, est comme la nôtre. Ils ont un nouvel entraîneur à qui on a donné une mission et il s'est basé sur des joueurs du championnat, à l'exception de quelques-uns qui arrivent du championnat de l'Afrique du Sud. Donc c'est un groupe compact qu'il est en train de composer avec des idées nouvelles. Et ce qui fait que l'équipe, c'est vrai, elle a fait sa préparation. Nous, on n'a pas le temps de le voir parce que on estime que c'est le Nigeria et l'Afrique du Sud qui sont les équipes à surveiller de près. Mais sans jeter un coup d'œil sur cette équipe de Lesotho qui s'est bien préparée. Et n'oubliez pas également qu'ils ont fait des matchs contre l'Afrique du Sud. Et si j'ai bonne mémoire, le score, c'était 2-1 contre le Sud. Donc ça veut dire que c'est vrai que c'est des voisins, c'est pratiquement un pays dans l'autre. Mais ce que ces Lesotho sont des joueurs qui ont appris et qui savent faire le match et qui savent aussi avoir des résultats. Donc ils sont en train, eux, de reconstruire cette équipe de guerriers avec des valeurs que le nouveau coach est en train d'imprimer à ses poulains. Et ce qui prend doucement, et c'est ce qui a fait qu'ils ont suivi le Nigeria, et qui pensaient que ils allaient avoir une équipe qui ne va pas être joueuse, qui ne va pas être accrocheuse, mais c'est le contraire. C'est une équipe assez accrocheuse, c'est une équipe joueuse et qui veut surfer sur les fondamentaux que communique le nouvel entraîneur et Leslie. Quels sont vos pronostics? Ça va être ma dernière question. Bon, ça va être un match assez difficile, un match très difficile. C'est vrai, du point de vue statistique, les Guépards pas de favoris, mais quand on regarde la dernière sortie des équipes, le Lesotho est confiant, surtout après son nul face au Nigeria. Donc on va avoir deux équipes qui ont d'envie et c'est celle qui aura plus d'envie. C'est celle qui va la bataille certainement du contrôle du ballon et surtout de la bonne réactivité pour les buts. Et je suis sûr que c'est cette équipe-là qui va emporter les 3 points du match. Alors, faut-il le rappeler, le match Lesotho-Bénin, c'est à 14h. Vincent Francis Poiron, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Je rappelle que vous étiez au téléphone depuis Durban, en Afrique du Sud. Merci. Bonne journée et bonne chance aussi. Merci. De retour à Cotonou, Vincent Francis Poiron, journaliste chroniqueur sportif à la Radio Nationale, était donc en direct sur ce plateau pour parler de ce match annoncé entre le Lesotho et le Bénin. C'est comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour la deuxième journée. Ça va être à partir de 14h justement. Toujours pour cette deuxième journée à 14h, vous avez d'autres rencontres qui sont prévues. Vous avez par exemple la Somalie qui accueille l'Ouganda, l'Eswatini qui va accueillir le Cap-Vert, la Tunisie va jouer le Malawi et la Guinée va se déplacer au Botswana. Le Rwanda va accueillir l'Afrique du Sud pendant ce temps. Le Togo va jouer le Sénégal. Mais cette fois-ci, ça va être à 17h. Et puis, les Ghanéens vont se déplacer aux îles Comores pour la rencontre comptant pour cette deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On aura, à partir de 17h, d'autres séries de matchs. La Mauritanie, par exemple, qui va jouer le Soudan du Sud. Vous
vous avez l'Angola qui va se déplacer en île Maurice. La Libye va jouer le Cameroun. Sao Tomé et Principe va croiser les crampons avec la Namibie. L'Éthiopie qui va donc offrir son hospitalité au Burkina Faso. Et enfin, le Maroc qui va rendre visite à la Tanzanie, faut-il dire. Les matchs comptant pour cette deuxième journée ont déjà commencé. On a déjà quelques résultats, notamment à Djibouti qui accueillait la Guinée-Bissau et qui s'est incliné donc 1-0 à domicile. La Gambie aussi qui s'est inclinée à domicile face à la Côte d'Ivoire 2-0. La Guinée qui est allée battre le Libéria 1-0. Et puis le Kenya qui a atomisé les îles Seychelles à 5-0, faut-il dire. Les Seychelles, c'est l'équipe à être battue par toutes les autres, puisque déjà, elle avait servi de cobaye à la Côte d'Ivoire, faut-il rappeler, avec un score fleuve de 9-0 à Abidjan. Le Mali et la Centrafrique se sont quittés dos à dos. Ça, c'était donc un but partout. Et puis le Tchad qui s'est fait dominer aussi à domicile par les Malgaches. Voilà donc pour ce qui est de l'actualité des sports ce matin. On va marquer maintenant la pause. Vous avez compris, Ali Moumouni n'était pas de la partie. Cotonou, Paris. Un an déjà avec vous. Corsair vous remercie de votre fidélité. À très bientôt sur nos lignes. Corsair, voyagez en bonne compagnie. Vous nous avez fait confiance. Nous aussi. Vous nous avez adoptés. Nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique, conçue spécialement pour notre climat tropical, avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid. Des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contacte 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur, spécialisé dans la formation de leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5, génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. USM Bénin, c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact plus 229 97 30 84 84. USM Bénin, le chemin vers l'emploi. Bon, pour commencer. Les fêtes de fin d'année sont déjà sur Canal+. Quoi? Pour tout réabonnement à votre formule, nous vous offrons 15 jours à tout Canal+. C'est trop. Pour profiter de plus de 400 chaînes. Je vois que t'es potassé. De l'action. Pas cette tête, c'était marrant. On arrive à la fin. Des rencontres magiques. Commencer, on pourrait s'embrasser, se faire un On gros, voulait pas. gros câlin. Bonsoir. Salut, On voulait pas, Rapon. C'est chaud. Et des personnages fascinants. Ne me dis pas que tu m'en veux. C'est une question Nous pourrons être... Réabonnez-vous vite et découvrez toutes les surprises qui vous attendent avec Canal+.
sont décidées en raison des conditions de l'analyse au détour de tout ce que Ces décisions et ces choix, de gerbe de la commune d'Abomey. Déjà bénéficié de ça. Bene, voici les titres. Hey yo, Scal, coupe le son, ça je le veux. De retour sur ce plateau, pour l'instant, débat avec les acteurs. Ils sont certainement pas au complet, mais on va commencer déjà avec Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric, bonjour. William, bonjour Tanguy. On rejoint tout à l'heure. On va commencer par évoquer quelques actualités, notamment cette lutte assez insistante contre la cybercriminalité au Bénin. La semaine écoulée, la police qui a encore repêché quelques 10 jeunes que la criette a condamnés. J'ai l'impression que la police ne se fatigue pas, mais que les jeunes aussi ne se fatiguent pas. Franck. Oui, la police ne devrait pas se fatiguer. C'est plutôt de l'autre côté qu'on devrait ranger les armes et savoir que les autorités béninoises sont véritablement résolues à découdre avec ce fléau qui prend de l'ampleur dans notre pays. Mais ça n'est pas le cas. Cela voudra dire que c'est une pratique qui a véritablement la peau dure et c'est là que vous devez comprendre la résolution, le dévouement des forces de l'ordre à également ne pas les laisser dormir. On est en train de les poursuivre jusque dans leur dernier retranchement. Mais comme on l'a souvent dit, c'est aujourd'hui une pratique qui ne nécessite pas forcément que vous allez ouvrir votre boutique avec une enseigne ou que vous allez peut-être dans l'administration pour sécuriser de votre salon, de votre matelas, de votre canapé. Vous pouvez faire le job, comme il le dit souvent, vous pouvez taffer. Donc pour avoir tout ce que vous voulez, même parfois au-delà des frontières de votre pays. Donc quand vous voyez les conditions dans lesquelles ils exercent ce qui est devenu pratiquement une profession aujourd'hui pour beaucoup de jeunes, ils n'ont pas besoin de beaucoup de matériel, de beaucoup de choses ça se passe beaucoup plus dans la tête et avec sa tablette ou son petit ordinateur et le tour est joué. Je pense que on devrait poursuivre, mais davantage, j'espère qu'on aura le temps de le dire, repenser
la lutte, puisque Oui, ce qu'on a fait jusque-là... ça va être le troisième axe de nos discussions tout à l'heure. William, bonjour, bonne arrivée. Alors, comment comprenez-vous que ça ne marche pas? Je me souviens des confidences d'un défenseur des droits de l'homme, d'un travailleur pour la défense des droits de l'homme qui fait des tours de visite en prison, en milieu carcéral au Bénin, qui dit que ces jeunes gens ont développé une ingéniosité à nul autre pareille, qui s'applique quand ils sont libres de leur mouvement et qu'ils se donnent à cette activité, ils s'adonnent à cette activité, et quand bien même ils sont dans les liens de la détention. Il a vu des plastiques d'eau censés contenir du gari, de la farine de manioc, mais des plastiques qu'ils ont cisaillés, qu'ils ont coupés par le haut, dans lequel ils ont mis un peu de farine, mais à l'intérieur de la farine se trouve un téléphone portable. Et il y a des cas comme ça qui sont légion. Il y a des stratégies, des technologies, des subtilités très pernicieuses comme celle-là qu'ils ont développées pour contourner les forces de défense et de sécurité qui assurent l'encadrement de leur peine, les régisseurs de prison, les différents responsables, et même dans les liens de la détention, ils continuent par s'adonner à ce phénomène. Cela montre combien le phénomène est enraciné, combien il est tapi dans les habitudes de ces jeunes gens. Je me souviens qu'en 2009-2010, c'était une tendance à Cotonou et environ. À l'école, tous ceux qui raccrochaient et qui n'allaient pas dans un salon d'apprentissage pour être sujet de moquerie de leurs camarades, mais qui faisaient plutôt l'option de devenir léoué, de devenir cybercriminel, de devenir gaiman, étaient eux applaudis, ou parce que quelques-uns encore parmi eux le faisaient, mais étaient toujours à l'école. Ils étaient les bailleurs de fonds de leurs apprenants pour les photocopies, pour les travaux. C'était une tendance, c'était une mode. On a vu des parents encourager leurs enfants. Si ça peut nous sortir de la misère, bravo, vas-y. Si ce n'est que l'argent du blanc, c'est une rançon à l'esclavage, tu peux continuer. On a vu la société de moins en moins dure, la société qui, d'une manière ou d'une autre, pas des euphémismes, qui a accepté finalement que les jeunes s'adonnent à une pratique comme celle-là. On a vu des beaux-parents accepter la dot de jeunes gens qui n'ont que profession. Il y en a, qu'est-ce que ton père fait? Bon, il était fonctionnaire, non, il était dans le privé, il a abandonné. Aujourd'hui, c'est un travailleur, c'est un travailleur. Quel travail? C'est un business. Merci Eric Woultem, c'est un businessman. Donc, une société qui, à un moment donné, est devenue tolérante vis-à-vis d'un phénomène qui, qu'on le veuille ou non, est un crime, du point de vue de la législation, et qui, du point de vue moral, n'est pas une pratique encourageable. Une société qui a toléré ça devrait comprendre que plus d'une décennie après, sinon près de 2 décennies après l'apparition d'un phénomène comme celui-là, il devrait avoir sérieusement la peau dure. Eric? Absolument. Vous savez, nous avions observé ce phénomène avec beaucoup de complicité dans notre silence, et c'est devenu aujourd'hui un fléau. Vous avez évoqué des chiffres qui justement montrent à suffisance que cela s'est vraiment ancré dans notre société. Moi, je pense que l'État a le devoir de continuer la lutte. Il n'a pas le droit de lâcher pour, bien entendu, la sécurité des personnes et des biens. Autrement, on va se retrouver dans un pays complètement absorbé par cette mauvaise pratique. Cela fera davantage de victimes et fera fuir des investisseurs qui peut-être, quand on va évoquer le nom Bénin à côté d'eux, ils n'auront juste qu'à penser à tout ce qu'on peut imaginer comme cybercriminel dans ce pays et ne pas venir investir. Mais après, quand on a commencé cette lutte à la date d'aujourd'hui, on peut, tout en continuant la répression, on peut essayer de revoir le mode opératoire et peut-être aller vers une lutte plus holistique qui prend en compte d'autres aspects, sensibilisation, répression, sanctions, dans nos écoles, dans nos universités. On doit pouvoir déjà commencer par aborder ce sujet au milieu des jeunes, n'est-ce pas? Au milieu des jeunes, à mieux les amener à avoir d'autres alternatives, n'est-ce pas, dans la vie. William a peint un peu le tableau. Dans presque toutes nos habitudes, nous avons ces jeunes
qui peuvent s'offrir le luxe de faire tout ce qu'ils veulent, les parents qui, dans leur silence ou les observent aussi, les accompagnent. Entre amis, ça se discute, on n'y voit pas du tout de problème, voyez-vous. Donc moi je pense qu'on peut continuer la répression tout en gardant également un regard sur d'autres aspects, de sorte à mieux cerner. Après, quand encore dans les liens de la détention, on peut voir encore des détenus manipuler des téléphones, des appareils ou disposent encore de la possibilité de se réunir et d'échanger, je pense que c'est des insuffisances au niveau de nos maisons d'arrêt. Parce qu'on se pose bien la question, comment est-ce qu'ils arrivent à faire entrer encore du matériel pour qu'une fois là-bas, ils se retrouvent encore en réseau et à exercer les business. Et à exercer encore les business. Et c'est là encore la complicité que nous évoquons à l'extérieur de ces maisons d'arrêt qui se retrouvent encore à l'intérieur de ces maisons d'arrêt. Quand bien même à longueur de journée, on change les responsables, j'ai bien le sentiment que eux aussi, c'est peut-être un fonds de commerce pour eux parce qu'ils se retrouvent avec des jeunes qui ont peut-être une surface financière assez importante. Une fois là-bas, ils ont encore la possibilité de graisser la patte à pas mal de gens. Alors, on a quand même quelques chiffres qui sont assez inquiétants. On a que de janvier à octobre 2023, les cybercriminels ont fait au Bénin plus de 2500 victimes et à l'étranger 872, notamment avec des préjudices évalués à plus de 2 milliards de francs CFA. Ça, c'est des chiffres proposés par l'OCRC et publiés dans les colonnes du journal Le Télégramme. Ce qui est assez curieux, c'est que malgré les condamnations, 20 ans, 10 ans, 5 ans, etc., on a toujours des gens qui sont contents d'y aller. Et d'ailleurs, même d'y aller, non seulement d'y aller, mais surtout d'avoir aussi des moyens d'exercer là-bas en prison. Et d'ailleurs, on a pu entendre qu'aujourd'hui, beaucoup appellent la criette le partenaire. Dès que vous faites le business, vous vous retrouvez là-bas, ils savent que c'est 10 ans, 20 ans, mais ils savent également qu'en prison, ils peuvent continuer à travailler. Moi, je pense que ces chiffres, à la limite, renversants que vous avez évoqués, c'est ce que nous connaissons. Absolument. Il y en a qui sont grugés par jour. Il y en a qui ne cherchent plus de gros montants. On vous appelle, on vous arnaque 2000. Quand ils font ça à 20 personnes ou à 50 personnes ou 25 personnes par jour, vous voyez, ils s'en sortent déjà avec 50 000 francs. Sur le mois, vous voyez la recette qu'ils font. Sans rien faire, ils ne dépensent aucune énergie. Ils sont là, ils réfléchissent. Ils composent les numéros. Ils ont la possibilité de composer 20-25 numéros par jour et les plus vulnérables tombent dans leur guet-apens et puis ça y est. Donc c'est pour dire que c'est un peu compliqué. Mais le problème, comme l'a dit William, ça part du cercle familial. Aujourd'hui, on trouve entre vous, Tanguy, qui vous réveillez peut-être à 4 heures pour préparer votre émission, et l'autre qui est dans sa chambre, dans un matelas bien doué, le confort qu'il faut, qui ne sort jamais dans la journée, et peut-être dans la soirée, il va dans les bistrots pour rencontrer ses autres amis, ses confrères. Parler de ses collègues. Voilà, de ses collègues. Entre lui et vous, on préfère accorder plus d'attention à l'autre qu'à vous qui venez peut-être criailler sur un plateau d'atu matin. Mais parce que là-bas, lorsque maman soeur dit, écoute mon enfant, je vais aller à un enterrement, j'ai besoin de 35 000 francs pour acheter tel vlisco, rapidement, le petit, il sort son portefeuille et puis il compte ça à maman. Pendant que vous commencez pas à gratter la tête. Donc, la société et puis le cercle familial a suffisamment cautionné le phénomène, ce fléau-là, ce qui fait que de plus en plus, ça prend de l'ampleur. C'est le cercle familial qui devait commencer par gérer cela. Lorsque vous voyez des comportements un peu suspects au niveau de votre enfant, vous interpellez, vous discutez avec lui et au besoin, vous appelez les spécialistes, les forces de l'ordre pour un peu voir quelle est la nature des activités qu'il mène au cours d'une journée. Mais ça ne se fait pas. Moi, je connais une famille, c'est vrai, on a galéré un peu dans l'enfance. Et puis quand le petit a trouvé le tuyau, comme on le dit, eh bien, sa maman est très fière de lui. Quand on a commencé la lutte, elle s'est arrangée pour que l'enfant quitte un peu les environs de Cotonou
Et puis ça y est, ça veut dire que sa maman sait que son enfant est Gaïman et qu'elle est prête. Elle peut nouer son pagne et dire je vais le protéger contre vents et marées. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est compliqué. Votre génitrice qui vous encourage dans un job qui peut vous amener du jour au lendemain à tirer 20 ans de prison, vous êtes ragaillardi, vous pouvez bomber le torse et dire attention, ce que je fais là, ma maman est contente de moi et donc je peux poursuivre et aller plus loin. Donc c'est un peu délicat et tant que ce côté-là ne sera pas véritablement mis dans la balance, la lutte ne portera pas ses fruits à mon avis. Oui, Eric. Vous savez, les fruits de la cybercriminalité profitent à un grand nombre de personnes. Et c'est encore ce qui fait que ce phénomène a la peau dure. On a tellement d'exemples, voyez-vous, qui fait que des gens profitent, n'est-ce pas, de cette affaire-là pour encourager, pour motiver les jeunes à davantage continuer. Parce qu'il y a de l'argent. Quand un jeune vient s'offrir une location auprès d'un propriétaire et que quand le loyer, le prix est donné, il peut donner pour 2 ans, le propriétaire est content. Et puis la chambre est louée aussi vite que ça. Moi, je pense que nous devons continuer par sensibiliser les jeunes. Et aussi, dans notre société, je pense aussi qu'on a commencé par célébrer les contre-valeurs. On ne s'interroge véritablement pas sur le profit des gens, sur la situation des gens, à l'instant que telle personne peut sortir le fric avec autant de facilité. On se contente de ça. Et on se dit que la vie est belle. Ce qui est derrière cette vie ne nous préoccupe pas, ne nous regarde pas. Et c'est ça, on applaudit. Hein, au grand jour, on célèbre ces personnes. Ces personnes deviennent des donateurs de ceci, des mécènes dans ceci. Leur nom à la radio, à la télé, pour avoir financé tel artiste, telle personne. Et puis, eux-mêmes, ils se considèrent comme un élément important, voyez-vous, dans la société. Et quand ça se passe comme ça, et que des gens qui s'échinent à produire, à suivre le cours de leur vie de façon aussi normale, sont rangés au placard. Leur intelligence, bien que fétide, n'est pas utilisée. Eux-mêmes commencent par s'interroger, mais qu'est-ce que j'ai fait dans cette vie pour mériter une telle situation? Pendant que autour de moi, je vois des jeunes qui peuvent vite changer leur vie, vite changer la vie des membres de leur famille et vite évoluer. Donc, c'est des questions qu'on se pose, vous savez, c'est existentiel dans la vie d'un homme. Et parfois, on se dit, bon, face à cette situation, qu'est-ce que je peux faire? Autant aller de l'autre côté. Et beaucoup de jeunes se sont retrouvés dans cette affaire, rien en comparant leur vie par rapport à ces jeunes. Voyez-vous? Parce que eux, tant que le monde s'agrandit dans cette affaire, c'est tout à fait bien pour eux. Parfois, ça devient même une forme d'insulte, tu vois, par rapport à un jeune qui se montre sage dans la société, mais qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, qui se retrouve au milieu de ces jeunes. Ben écoute, mais toi, tu perds ton temps. Tu vois, écoute, nous a fallu quelques heures d'échange au téléphone avec telle personne à l'autre bout du monde. On lui a proposé peut-être la place de l'Amazon. On lui a proposé l'étoile rouge, je ne sais quoi encore. Et puis, le monsieur tombe dans le piège et l'agent est venu. Vous avez encore, et ça, on ne le dit pas assez, nos sages aussi sont rentrés dans cette affaire parce qu'il faut sécuriser cette affaire avec des procédés mystiques. Donc, ces jeunes ont investi aussi nos couvents. Donc, les gardiens de la tradition ils ont investi des gardiens de... Des gamins. Oui, parce que ça paye bien. Il sécurise le processus, il fait en sorte que du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'agent tombe, le monsieur joue son rôle, il prie les mains de nos ancêtres à ce que telle personne ne soit pas suffisamment éveillée, n'est-ce pas, pour voir le piège dans lequel on est en train de le mettre. Et donc, moi je pense que nous sommes dans une société de plus en plus complice qui encourage les vices et non les vertus. Je pense que pour parler de cette lutte, j'ai bien envie d'accentuer 2 éléments sociologiques.
Le tout premier, c'est que, vous savez, nous sommes dans une société, je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle était il y a quelques décennies encore, mais actuellement, nous sommes dans une société qui promeut d'une manière ou d'une autre la facilité. On vous dira qu'aucun milliardaire n'est sain, et que celui qui a dit qu'un opérateur économique était vertueux était sûrement totalement pas lucide, sinon en vrai qu'il n'y a aucun opérateur économique qui ne soit aussi sain que ça. On est dans une sociologie qui encourage tout le monde à devenir peut-être intellectuel, mais pour vœu de pauvreté, parce que d'un autre côté, il faut les affaires. Et quelles affaires pour avoir de l'argent? Nous sommes dans une société qui de plus en plus croit que le travail ne libère plus l'homme, que ça c'est un dogme, que tous les travailleurs finissent où il faut, mais que tous ceux qui sont intelligents, ingénieux et peuvent se faufiler d'une manière ou d'une autre. Et il vous donne des exemples, il vous donne les exemples de ceux qui ont construit leur fortune sur le dos des fraudes douanières, ceux qui ont construit leur fortune en vivant parasites sur le dos de l'État. Les marchés publics sont les filières les plus rentables dans un État. Quand c'est une sociologie comme celle-là, c'est aussi une forme de cybercriminalité. Voilà, c'est de là qu'on est parti en fait. Quand les modèles de parents que nous avons, les grands noms de la société, les noms dans les clips, les noms sur les funérailles cités par les opérateurs de sonorisation, sur les visuels. Quand ce sont ces noms que nous promouvons, ne nous attendons pas à ce que quand les jeunes trouvent d'autres formes de facilité, comme la cybercriminalité, qu'il y ait des gens pour les raisonner, qu'il y ait des gens pour le dire. Parce que quand papa est DAF et qu'on connaît son salaire, mais qu'il a R+3 à Cotonou et il en a encore au village, l'enfant est convaincu que papa a eu d'autres moyens de s'enrichir, de se faire de l'argent. Au même moment, papa n'a aucune leçon de morale à donner à ce jeune homme qui a atteint un certain âge et qui trouve d'autres facilités. De voir son secret dévoilé peut-être. Justement. Sur la place publique. Et ça, c'est un premier élément sociologique qui est très important. Deuxième élément sociologique, aujourd'hui, nous pensons que la cybercriminalité n'est pas une insécurité, mais que c'est le moyen par excellence pour vivre, c'est le moyen par excellence pour nous enrichir et spolier un peu des gens qui nous ont grigés pendant des siècles. Quand j'en viens aux solutions, pour moi, un phénomène aussi ancré, une solution, je dirais, purement pénale, pour moi, n'est pas forcément adaptée. Pour moi, cette solution, elle doit être holistique. Le gouvernement parle aujourd'hui des classes socio-éducatives. Je pense que s'il y a un péché que les enseignants de ces années, de ces années où le phénomène battait son plein à Cotonou, s'il y a un péché qu'ils ont le plus fait, c'est de ne pas parler de ce sujet. Je me souviens même d'établissements scolaires dans lesquels c'était tabou, parce qu'ils étaient extrêmement nombreux. Il y en arrivait même qui faisaient des facilités aux enseignants. Quand ils garaient je ne fais pas de la publicité à cette moto, mais quand ils garaient la moto à laquelle je pense, de quel type en série dans la cour de l'établissement scolaire, c'était un honneur et ils étaient des vedettes dans les établissements scolaires, au point où les enseignants n'en parlaient même pas. On pouvait parler de polygamie dans la dissertation, on pouvait parler de mondialisation, mais on ne parlait jamais de cybercriminalité. S'il y a un péché qu'on a fait, c'est de ne pas en parler. Et quand il est ancré de cette façon, je pense qu'on doit repartir où il faut le mieux, le sanctuaire même du savoir. Il faut repartir à l'école. Il faut en parler déjà dès l'école. Les répressions, moi je pense qu'il faut les repenser. 10 ans, 20 ans pour quelqu'un qui n'a appris à rien faire que contourner les voies normales sur Internet pour prendre de l'argent à un compatriote ou à des personnes vivant à l'étranger, qui ne sait rien faire de sa main ni de son cerveau, et qui a 20 ans, qui va faire 20 ans en prison, qui va sortir à 40 ans, voudra devenir père de famille, construire une famille, est un véritable danger pour la société. C'est une bombe à retardement qui ne dit pas son nom. Et ils sont par milliers dans nos maisons de détention. Vous savez, il y a un détail, parce que cette affaire a évolué. Au départ, on pouvait comprendre que c'était des jeunes qui n'avaient pas une qualification professionnelle. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui ont une expérience professionnelle, enfin, qui savent faire quelque chose de leur tête et de leur main. Il y a des instituteurs, il y a des militaires qu'on a arrêtés. Justement, il y a des gens qui ont un boulot. Des gens qui sont de la fonction publique qu'on a arrêtés, parce qu'à un moment donné, ils se sont interrogés sur leur vie. Ils ont commis l'erreur de se comparer à ces jeunes et se sont dit que peut-être c'est là-bas qu'il y a la vie. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des jeunes qui sont dotés d'une intelligence, qui ont, comment on dit, une compétence
dans un secteur, mais ont estimé que ça ne paye plus, ça ne nourrit plus son homme. Et pour eux, la solution, c'est vraiment la cybercriminalité. Moi, j'ai une amie au Nigeria qui a passé un bref séjour ici à l'université de Parakou, mais qui m'a dit qu'au Nigeria, il y a une forme de, disons, de braquage. C'est-à-dire qu'on cible, par exemple, les enfants des gros bonnets, des gens riches, des hommes d'affaires. On les cible et on réclame des rançons. C'est pour eux une façon de redistribuer, de participer à la richesse. De la richesse. Voilà, ceux-là, c'est parce qu'ils savent que c'est des gens qui détournent. Ils savent que c'est des gens qui n'ont pas eu leur richesse par des manières orthodoxes. Donc pour eux, on ne tue pas l'enfant, on le prend, on réclame le rançon, et lorsqu'on a la rançon, on libère l'enfant de cette personne-là. C'est pour dire que le phénomène ou le fléau aujourd'hui de la cybercriminalité a des origines sociologiques. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, lorsque vous allez au Nigeria, ces groupes-là qui frappent souvent, les groupes en griffes terroristes qui frappent souvent, c'est parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que les richesses, par exemple, qui sont issues du pétrole, de l'essence, tout ce qui est, même les dérivés, ça ne se redistribuait pas. Il y en a qui souffrent, il y en a qui en profitent, et donc, ils ont trouvé la solution extrême. Il faut se dire une certaine vérité, à un moment donné, il n'y a eu que l'emploi a manqué. C'est vrai, on peut promouvoir aujourd'hui l'auto-emploi, on peut faire ci, on peut faire ça, mais nous avons des jeunes, des milliers de jeunes qui font l'université. Lorsque moi je viens au boulot, je m'arrête devant l'université, vous voyez ceux qui sont déjà sortis et ceux qui sont en train actuellement de se faire former, c'est des centaines de milliers d'étudiants qui ne savent pas à la fin de leur filière. D'abord, parfois la filière est mal choisie parce que papa n'a pas eu les moyens de vous inscrire convenablement dans une filière que vous auriez voulu faire à la fin de vos études secondaires. Ensuite, on n'a pas eu les moyens pour faire ce qu'on doit faire à la fin même pour soutenir, c'est des problèmes. Heureusement que maintenant les choses sont simplifiées. Et ensuite, lorsque vous finissez de soutenir, pas de débouché. Donc, lorsqu'on met l'un dans l'autre, il y a qu'à un moment donné, il y a le désespoir qui gagne ces jeunes-là. Et un jeune qui a faim, qui a mangé du gari pendant une semaine, il en a fait du pyro, il en a délayé, il a acheté à Taco TV, il a mélangé, il a, je ne sais quoi, il a transformé ça en attiéké et ça du poisson pendant une semaine. Et le samedi, un jeune du quartier qui est en vue le voit et lui dit, écoute, viens m'assister, le temps de joindre quelques partenaires, et on finit, on lui donne 20 000 francs, 30 000 francs. À son code défendant, il va revenir assister celui-là. Donc c'est pour dire que le problème est assez profond, et les dirigeants également devront y réfléchir. Ce n'est pas seulement la faute du gouvernement qui est là, c'est les gouvernements qui se sont succédés par le passé. Lorsque vous avez votre bac, on vient vous chercher dans votre maison, on vient vous prendre des mains de vos parents pour dire attention, nous voulons faire de cet enfant-là un cadre. Mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Comment nous en sommes arrivés là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir les jeunes du désespoir, pour sortir les jeunes qui ont étudié, qui ont envie de devenir des avocats, qui ont envie de devenir, je ne sais quoi, magistrats ou de bons journalistes, qui ont envie de parfois avoir leur terre pour cultiver, ainsi de suite. Comment les sortir et leur donner un minimum d'espoir? C'est à cette question qu'il faut répondre. Et en faisant cela, nous allons réduire drastiquement le nom, parce que c'est trop facile aussi de dire à un jeune qui ne fait rien, les parents l'insultent à longueur de journée, tu ne fais rien, on te donnera toujours à manger, et qui a eu le temps peut-être de grossir une fille du quartier que le papa doit encore supporter. Lorsqu'il voit tout ça, soit il y en a qui vont se pendre, il y en a qui deviennent des braqueurs, il y en a qui s'achètent un petit ordinateur, qui commencent le job à la maison, il y en a qui deviennent des philosophes. Vous les voyez en chemin, des jeunes de 25 ans, de 35 ans, qui parlent seuls. Moi, parler seul, c'est de la philosophie. Non, bon, enfin, il n'y a que Socrate qui fait ça. Socrate ne parlait pas seul. C'est pas le philosophe qui a regardé la lune au point même d'échouer dans un puits. On peut faire la comparaison. Voilà. Allez, on va changer de sujet. On va parler
de ce nouveau rapport envisagé entre l'Arabie Saoudite qui réunit l'ensemble des pays africains à un sommet. J'ai l'impression que toutes les puissances, enfin, qui se disent ainsi et se définissent ainsi, toutes les puissances à l'international pensent qu'il faut commercer directement avec la France et avec l'Afrique, pardon, et il faut donc les réunir dans un creuset. Après donc la France-Afrique, Russie-Afrique, Chine-Afrique, on a désormais Arabie Saoudite-Afrique, William. L'Afrique est l'avenir du monde, c'est une affirmation. Une belle flatterie qui n'a aucun contenu. Vous avez une jeunesse qui est au chômage à 80%. Vous avez des gens qui sont léoués, vous l'aviez dit tout à l'heure, à 100%, qui peuvent même, depuis la prison, effectuer ce que vous savez. Vous avez l'école qui n'a plus aucune référence désormais en la matière. Vous avez des vieux de certaines générations qui n'ont aucun rapport avec les jeunes en tant que tels, etc. Et vous pensez que l'Afrique est l'avenir de l'humanité? J'y crois fermement parce que malgré tout ce tableau que vous avez peint, il y a encore une masse critique de jeunes en Afrique. Cette force physique dans tous les secteurs d'activité primaire, secondaire et tertiaire, cette masse critique de jeunes peut encore servir à quelque chose. Pour moi, les potentialités, les richesses, en dehors des accords lugubres, des accords très obscurs avec des puissances colonisatrices depuis des années, je pense que si on revoit les rapports avec le reste du monde et surtout si nous commençons pas bien nous gouverner, si nous redistribuons équitablement la richesse nationale, nous assurons une éducation de qualité qui construit des patriotes, des citoyens bâtis et des développeurs à la fois, si nous revoyons la façon dont nous voyons le développement, notre sociologie par rapport à l'État, on quitte l'État gâteau, on pense à l'État pour tous, je pense que nous sommes l'avenir du monde. Et quand j'ai fini de dire ça, je dis qu'aujourd'hui, l'ordre mondial échoue. L'Occident a fini, disait Sarkozy il y a quelques années. Et de jour en jour, on voit le déclin de l'ordre mondial, des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. On voit cette chute libre qui se décline chaque jour avec les événements dans le monde. Et donc, quand c'est comme ça, toutes les autres puissances ont envie de se replacer. C'est-à-dire, on sait que l'ordre occidental est en train d'échouer, mais le prochain ordre mondial, d'où est-ce qu'il vient? Qui en sera maître ou qui en seront les maîtres? C'est peut-être pour ça que chaque puissance ou chaque pays émergent est en train de rebattre les cartes pour avoir sa place. C'est de l'ordre normal des choses. Pas l'Afrique en tout cas, à ce rythme-là. Bon, pas l'Afrique, mais l'Afrique, il trouve l'Afrique un partenaire inéluctable pour cet avenir dans le monde. On va rester des partenaires à vie. Bon, si vous êtes éternellement employé et que jamais vous ne pensez à devenir... Pourquoi on devrait nous mettre ensemble en réalité? C'est parce qu'on est suffisamment petit et pas être considéré individuellement. Sinon, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on organise un sommet. J'imagine par exemple un sommet Bénin-Europe, par exemple. Vous imaginez? Enfin, je pense que... on devrait privilégier le rapport bilatéral plutôt que de regrouper... non, nous tendons vers un marché continental à travers la ZLECAf. Nous avons des organisations d'intégration régionale qui pensent ensemble. Et vous savez, même de vous... Non, vous savez... Et de votre idée des ZLECAF. Non, il go plutôt l'analyse de... Ah d'accord, c'est une appréciation. Je pense que... nous, on peint, je suis des plus critiques sur la gouvernance de nos pays, mais je pense que le potentiel, lui, par contre, ne manque pas. C'est la façon dont on gère qui pose problème. Et quand vous dites, même dans les autres espaces, il y a de plus en plus des sommets Union européenne avec d'autres puissances. C'est-à-dire, même les puissances en elles-mêmes. Quelle puissance, par exemple? L'Union européenne peut aller à la table de discussion avec la Russie. Est-ce qu'elle est déjà? Oui. Allez. Qu'est-ce que... Eric, non, vous ne m'avez pas permis de finir mon analyse. Je pense que c'est de l'ordre normal des choses que toutes les grandes sphères, toutes les grandes entités dans le monde nous fassent la coupe. Maintenant, quitte à ce que nous ne soyons pas toujours là à aller à la table de négociation, on a dit qu'on va nous créer un lycée à Porto Novo scientifique, on va faire école normale d'instituteurs à Parakou. Qu'est-ce que nous on a apporté aux autres?
Est-ce qu'on a amené le coton? Est-ce qu'on a amené l'ananas, pain de sucre? Peut-être que ça va séduire encore les Saoudiens comme ça a séduit les Chinois. Et davantage de produits manufacturés, davantage d'autres choses parce que Tanguy qui veut le bilatéral, Tanguy, vous qui voulez le bilatéral, sachez aussi que quand les poids ne sont pas les mêmes, ils ne peuvent pas peser dans la même balance. Oui, donc l'Arabie Saoudite à elle seule vaut l'ensemble de l'Afrique. J'ai jamais dit ça. Oui, mais puisque c'est ce qui est, on a désormais, oui. Oui, on peut le dire, justement, et c'est ça qui fait toute la différence. C'est une grande puissance. Et là-bas, c'est des barils de pétrole à coût de dollars, voyez-vous. Et c'est là toute la question. Quel est notre poids, même tous les pays africains mis ensemble à côté de ces géants? Je pense que si ces pays avec leur puissance financière s'intéressent à notre continent, eux, ils ont leur agenda, pardon, ils ont l'objectif. C'est nous qui continuons par ne pas voir nous-mêmes ce que nous sommes, qui continuons par nous voir petits, qui continuons par minimiser nos efforts, nos potentialités sur notre continent. Parce que vous l'avez dit, tout ce à quoi nous assistons, c'est des sommets où c'est peut-être un pays de l'Europe qui initie un sommet avec tout un ensemble de pays sur le continent, mais jamais l'inverse, c'est-à-dire que même vous ne verrez pas des initiatives où c'est peut-être plusieurs pays d'Afrique qui se sont associés, peut-être pour initier un sommet à l'endroit de d'autres pays européens ou à l'endroit d'un pays européen. Vous ne verrez jamais ça, c'est toujours dans le sens où c'est nous qui allons. Après, pour des raisons géopolitiques, on peut comprendre qu'on ne peut pas se départir, on ne peut pas refuser ces invitations. Mais qu'est-ce que nous faisons de ça à l'arrivée? Est-ce qu'au moins nous arrivons même à tricher ce qui se fait de bien ou de mieux? Essayer d'adapter à nos problèmes ici. Essayer de voir comment est-ce que nous pouvons régler des problèmes d'énergie, d'accès à l'eau, d'accès à une formation de qualité. Est-ce que nous pouvons le faire? Je pense que nous avons des problèmes de leadership à la tête de nos pays. Nous traînons encore les problèmes de mandat, de comment est-ce qu'il faut gagner les élections, de comment est-ce qu'il faut rester au pouvoir, plutôt que de trouver vraiment des mécanismes de développement de façon à assurer notre émancipation. J'ai vu un groupe de journalistes avec cette frustration que nous connaissons d'habitude des Africains qui se sont organisés, ils ont lancé un mouvement à Lomé, Mensa, à la tête avec M. Foucault. J'espère que cela va apporter un déclic, un changement dans la conception que nous-mêmes nous avons de notre propre continent, de ce que nous sommes capables de faire et de là où nous avons envie d'aller. Sinon, ailleurs, les autres, ils évoluent véritablement. J'ai un peu checké ce qui a été fait au cours de ce sommet, à corps de près. Je pense pour plus de 12 pays africains, le Bénin est dedans et bien d'autres pays, et puis ça s'arrête là. Après, d'autres analyses que j'ai écoutées, vous savez, ces pays aujourd'hui, ils ont atteint un niveau de développement, ils veulent externaliser une partie de leur économie, de leur industrie. Vous allez aujourd'hui en Éthiopie, à l'Arabie Saoudite, ils ont plus de 10 000 hectares de terre qu'ils cultivent et après, les produits retournent chez eux parce qu'ils n'ont plus d'espace, ils ont tellement construit de gratte-ciel un peu partout. Et donc, eux, quand ils développent ces partenariats, ils savent précisément ce qu'ils veulent, ils savent là où ils veulent aller. Peut-être on est en train de faire ce sommet pour régler peut-être un problème en Arabie Saoudite dans 5 ans, dans 10 ans. Encore que chez eux, c'est une question de concurrence entre l'Arabie Saoudite et puis le Qatar. Donc je pense que nous y allons toujours pour peut-être faire du tourisme, visiter tout ce qu'il y a d'espace luxueux dans ces pays. Faire des photos, mais ça sur Instagram. On a vendu la destination Bénin. Eric ne va pas dire ça. Et puis après, on a vendu la destination Bénin. Et puis après, on n'évolue pas. J'ai envie de dire que, oui, l'Afrique est le continent de l'avenir. Oui, il n'y a que les Africains qui ne le savent pas. L'Afrique a beaucoup de choses à vendre, mais en quoi est-ce que cela profite à l'Afrique? J'ai écouté un analyste qui a dit, écoutez, tout le monde, enfin les gens convoitent l'Afrique, mais il n'y a que les Africains même qui ne se convoitent pas, qui ne savent pas quelle potentialité ils ont. L'Afrique manque aujourd'hui de leaders, sinon nous n'allons pas voir ces pays-là, tous ces pays-là organisés. On organise des sommets, on organise des rencontres par clan.
celui-là, il dit, bon, j'ai un peu de potentialité, j'appelle, puisque la rencontre, elle est libre, vous pouvez organiser ça comme vous voulez. Mais qui aujourd'hui porte le lead des initiatives africaines, typiquement africaines, qui vont rejaillir sur le continent? Il n'y en a pas depuis, disons, la mort de Mohamed Kadhafi, qui a essayé de rassembler les Africains autour d'un idéal, encore que son idée était critiquée par certains leaders africains qui ne sont pas associés très tôt, et il a trouvé la mort dans ce combat-là. Aujourd'hui, lorsque vous voyez... Ils ont été complices de sa mort. Oui, l'ordre mondial est en train de changer, comme l'a dit William. À un niveau, nous avons par exemple les grandes puissances qui sont en train de se talonner, qui sont en train de se déchirer. Ensuite, nous avons ces puissances-là qui ont également de la potentialité, mais qui ne font pas le poids de ces grandes puissances, qui essaient également de tirer un peu le drap de leur côté. Nous avons parlé des BRICS, par exemple, qui est cette association de griffes qui s'est retrouvée pour régler des problèmes. Ça veut dire que ça va actuellement dans tous les sens. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter, notamment pour l'Afrique? Quand est-ce que l'Afrique sera réunie pour parler des maux des Africains? Nous avons la population qui reste aujourd'hui un facteur majeur. C'est vrai que les gens voient que nous multiplions beaucoup trop sur le continent, mais ça reste un atout. Nous avons les ressources du sous-sol. Il y a le Congo, par exemple, qui a des ressources du sous-sol, mais il y a des localités dans lesquelles les gens ne trouvent pas à manger. Il y a des localités dans lesquelles sévissent de graves maladies. On n'a pas de solution pour ça. Vous prenez d'autres pays qui ont des ressources du sous-sol, mais dont les populations vivent parfois au-dessous du seuil de pauvreté. Donc, je dois dire qu'on ne sait pas là où on va pour le moment. C'est pourquoi lorsqu'on entend des opportunités quelque part, on saute, on va. Tel pays organise telle chose, on saute, on va. D'abord sur le continent, nous n'avons pas une organisation forte qui puisse rassembler tous les pays africains. Vous avez du côté ouest africain la CEDEAO, vous avez l'UEMOA, tout ce que vous voulez. Vous avez la CEMAC quelque part. Ailleurs encore, les gens pensent l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite et bien d'autres pays qui peuvent prendre le lead de ces réflexions-là. Nous n'en avons pas véritablement. Ce qui fait que les pays comme le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, où on continue encore de régler des problèmes essentiels, des problèmes substantiels, moi je pense qu'on n'a pas encore trouvé le juste milieu pour décrocher le développement du continent. Parce que si c'était le cas, nous avons bien des richesses du sous-sol que nous pouvons exploiter. Par cela, nous pouvons tenir même les grandes puissances qui ont besoin de ça, qui viennent puiser toujours sur le continent. Rien n'a changé en réalité. C'est la forme qui a changé, qui viennent puiser sur le continent pour aller alimenter leur industrie là-bas, pour aller alimenter tout ce qui leur permet de transformer leur ville, leur pays et de se transformer eux-mêmes et de vivre à l'aise. La France a quelles ressources du sous-sol? Mais vous allez aujourd'hui, c'est vrai, il y a des pauvres en France, mais ils ont réglé certains problèmes déjà, ce qui n'est pas le cas dans plusieurs pays africains, sinon la majorité des pays africains. Alors, demandons-nous, où allons-nous véritablement? Que faisons-nous de toutes ces potentialités qui font de nous, comme l'a dit William, et qui le soutient, l'avenir du monde. Allez les gars, il faut qu'on mette un thème d'échange. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, vous allez suivre tout à l'heure la réalisation de Ouliat Sanoussi sur le métier de la semaine, en immersion, pardon. Et puis après, vous allez suivre la revue de presse si tout allait très bien. Moi, je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée. À demain. Cotonou, Paris. Un an déjà avec vous. Corsair vous remercie de votre fidélité. À très bientôt sur nos lignes. Corsair, voyagez en bonne compagnie. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur, spécialisé dans la formation des leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5, génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques
politique, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. USMB c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact plus 229 97 30 84 84. Sembena, le chemin vers l'emploi. Bon, pour commencer. Les fêtes de fin d'année sont déjà sur Canal+. Quoi? Pour tout réabonnement à votre formule, nous vous offrons 15 jours à tout Canal+. C'est trop. Pour profiter de plus de 400 chaînes. Je vois que t'es potassé. De l'action. Pas cette tête, c'était marrant. On arrive à la fin. Des rencontres magiques. Pour commencer, on pourrait s'embrasser, se faire un gros câlin. Bonsoir. Salut. C'est chaud. Et des personnages fascinants. Ne me dis pas que tu m'en veux toujours pour cette folle furieuse. C'est une question primordiale. Réabonnez-vous vite et découvrez toutes les surprises qui vous attendent avec Canal+. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement